L'une après l'autre, les fortifications militaires au Burkina Faso, comme dans le reste de l'AES d'ailleurs, tombent entre les mains des djihadistes du Génib. Le taux se resserre sur la capitale Ouagadougou, s'achemine-t-on vers la chute précipitée de Ouagadougou. Et pendant ce temps, au Mali voisin, le même mouvement djihadiste semble manœuvrer à la formation d'un gouvernement parallèle à celui de la junte militaire de Bamako. Bientôt, deux gouvernements au Mali. Merci à vous de nous rejoindre dans ce numéro de Devoir de vérité. Yann Lazare, vous êtes expert en sécurité publique. Bonsoir. Bonsoir. Jean-Richard Nguessan, vous êtes journaliste très habitué de Devoir de vérité. Bonsoir également à vous. Bonsoir, bonsoir à tous. Et nous avons également juste en face de vous le docteur Julien Ta. Il est président par intérim du Congrès panafricain pour le renouveau, le CPR. Bonsoir docteur Julien. Bonsoir. Bonsoir à vous, cher monsieur. Absolument. Voilà. Commissaire Yann Lazare, parce que vous êtes commissaire aussi à la retraite, on commence avec vous, c'est vous l'expert sur ce plateau en matière de questions sécuritaires et militaires. Alors, comment est-ce que l'on peut interpréter les événements qui s'accélèrent au Burkina Faso avec une sorte de renforcement des actions offensives du Génie? Oui, le Génie, un groupe islamique affilié à Al-Qaïda, est en train de renforcer ces actions dans le but de tendre, parce que l'objectif, c'est de pouvoir conquérir des territoires. Donc, avec l'appui, disons, la bénédiction d'Al-Qaïda auquel ils sont affiliés, donc leur intention aujourd'hui, c'est de pouvoir élargir les champs d'action. Voilà. Absolument, là on a un enchaînement de revers subi par l'armée burkinabé de façon régulière, presque chaque semaine. Hein. On a des camps militaires qui cèdent à la pression militaire du Génim, qui semble prendre une certaine forme d'ascendant sur les troupes régulières. Est-ce que c'est le fait d'une sorte de déconfiture dans la stratégie militaire enclenchée par la junte de Ouagadougou? Je pense qu'ils arrivent avec l'usure du temps à venir à bout de certains camps militaires. Et c'est bien dommage parce que ça crée un effet de psychose au niveau des forces régulières qui aujourd'hui, en regardant leur situation militaire qui n'est pas assez réluisante, bon, ils sont un peu démoralisés. Donc c'est à cela qu'il appartient au gouvernement central, en tout cas, de resserrer les liens et puis renforcer son dispositif. Sinon, en pareille circonstance, lorsqu'un camp tombe, ça crée la psychose et puis ça fragilise les autres qui ne sont plus prêts à combattre. On a notamment vu ces dernières semaines les cas de Djibo, de Djapaga, où les soldats ont été littéralement malmenés par les islamistes. Effectivement, et c'est bien dommage, et les populations civiles aussi font les frais de ces massacres-là. Donc aujourd'hui, la situation est vraiment très instable dans cette partie du pays et vraiment il progresse. Il y a lieu de faire quelque chose parce que voilà. Docteur Julien Ta, vous êtes vice-président d'un parti politique qui se réclame d'obédience panafricaine. De votre point de vue, comment est-ce que vous observez l'évolution de la situation au Burkina? Il faut dire que la situation est préoccupante, véritablement préoccupante. Mais en même temps, on s'interroge aussi les leviers idéologiques de cette guerre. En face, on a des djihadistes qui sont nourris par un instinct religieux poussé. Et en face, on a ce que devaient être des républiques. Mais malheureusement, ce sont les régimes militaires qui sont au pouvoir au Mali comme au Burkina Faso. Alors, cette situation idéologique délétère, hybride, les djihadistes en profitent. Et puis bon, voilà, ils posent les actions. Voilà, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, inviter les uns les autres à la démocratie, inviter les uns les autres sûrement à reprendre le niveau républicain pour que les populations se sentent en confiance, pour que les alliés, les partenaires se restructurent autour du Burkina et du Mali. Si ce n'est pas fait, mais évidemment, hein, les choses vont y aller de façon dégradante comme cela se passe actuellement. C'est vraiment difficile à supporter, mais c'est ce qu'on vit.
Et voilà. Jean-Michel Nguesson, est-ce qu'il faut s'étonner de la détérioration accélérée des événements dans ce pays justement, qu'il faut le rappeler, est dirigé par une junte militaire depuis d'abord le coup d'État de janvier 2022, puis celui de septembre 2022 avec le capitaine Ibrahim Traoré, et qui ne laisse présager d'aucune perspective de transition vers le retour à la vie démocratique. Vous savez, la situation que vit le Burkina Faso aujourd'hui, comme l'ont signifié mes prédécesseurs, est une situation alarmante. Vous savez, lorsque Ibrahim Traoré arrive au pouvoir le 30 septembre 2022, il a pour objectif de rétablir la sécurité au niveau du Burkina Faso. D'ailleurs, selon ses dires. Selon ses dires. Il parle non seulement de non-respect des engagements vis-à-vis de l'armée, il parle de corruption, il parle du système sécuritaire qui est assez dégradé du côté du Burkina Faso. Mais lorsqu'il arrive, force est de constater que de prime abord, son discours plaît, il séduit parce qu'il reprend plus ou moins l'idéologie de Thomas Sankara. C'est un discours qui séduit l'armée, qui séduit les populations. Il a annoncé de grandes offensives, on se rappelle, il a appelé les populations à un soutien populaire. Il a fait un recrutement massif de militaires. On se rappelle de plus de 3000 militaires qui avaient été recrutés du côté du Burkina Faso. Des supplétifs ont été recrutés, plus de 50 000 supplétifs dans tout le Burkina Faso. Il a fait appel à de nouvelles tasses, il y a eu des ponctions pour l'effort de guerre, mais force est de constater que quelques années après, toutes ces initiatives n'ont pas porté de fruits. Est-ce que l'homme a échoué? Je dirais oui, parce que l'objectif principal, lorsqu'il accédait au pouvoir, c'était de rétablir la sécurité du... Dans un délai de 3 mois, si l'on reprend sa première interview accordée à un média international. Effectivement, mais malheureusement aujourd'hui, le Burkina Faso est à la croisée des chemins. C'est quelqu'un qui, ce qui nous désole plus ou moins, c'est que c'est quelqu'un qui connaît le terrain. Pour la petite histoire, il a été promu capitaine en 2020. Ensuite, en 2022, déjà, il était sur le théâtre des opérations. Sous Damiba, il était déjà sur le champ des opérations. Il était notamment à Kaya, dans plusieurs régions. Donc, on s'est dit, quelqu'un qui connaît plus ou moins le théâtre des opérations, lorsqu'il arrive, il aura cette capacité non seulement d'annihiler les différentes offensives, mais malheureusement, quelques années après, aujourd'hui, les critiques s'accentuent, les populations s'interrogent. Aujourd'hui, la sympathie que la population lui voit est en train de s'amenuiser. Au niveau même de l'armée, on s'interroge. Est-ce que véritablement, il y a certes des attaques des djihadistes, mais au sein même de l'armée, il y a aujourd'hui des interrogations. Oui, même l'on note des vagues d'arrestations d'officiers qui sont régulièrement suspectés de fomenter des complots contre son régime parce que visiblement, il n'est pas en odeur de sainteté avec les casernes. Effectivement, et cette situation-là, on a bien peur pour le Burkina parce que vous savez, cette guerre qui touche le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire n'est pas loin, on s'interroge. Si cette nébuleuse arrivait à avoir Ouagadougou aujourd'hui, qu'est-ce qui adviendrait de nos États? Donc on se pose beaucoup de questions. C'est justement l'occasion de demander au commissaire aujourd'hui, est-ce que la situation qui est en train de survenir au Burkina Faso, est-ce qu'elle présente des risques réels pour notre pays, la Côte d'Ivoire, quand on sait que déjà la coopération sécuritaire entre nos deux pays depuis l'avènement de Ibrahim Traoré est quasiment inexistante, et avec les risques d'infiltration et imaginons qu'aujourd'hui la junte s'écroule et que les djihadistes comme en Syrie prennent le pouvoir au Burkina, est-ce qu'il faut s'attendre à ce que la Côte d'Ivoire finalement devienne immédiatement exposée à une pénétration force des mouvements djihadistes? Absolument, absolument, parce que les djihadistes, ils sont en quête d'un territoire. Ensuite, ils visent les pays côtiers, notamment la mer. Si donc le Burkina, qui est le premier tampon, et jusque-là qui les retient, et tombe, ils vont mettre le dévolu maintenant sur la Côte d'Ivoire. Fort heureusement que le gouvernement ivoirien a pris des mesures musclées afin de pouvoir, au niveau de la zone nord, renforcer la sécurité et pouvoir les contenir. Mais je dis que la situation est des plus préoccupante parce que l'objectif pour lequel ce régime est arrivé au pouvoir, c'était de donner la sécurité aux populations. Mais on se rend compte que c'est le contraire qui se produit sur le terrain. Et quand les populations, un régime militaire, un chef d'État militaire qui connaît le terrain, comme l'a dit tout à l'heure mon prédécesseur,
qui est censé user de toutes les stratégies, les contenir, et que c'est sous son régime que les gens passent comme du couteau dans du beurre, c'est vraiment effroyable et il y a lieu de s'interroger, de repenser en tout cas la stratégie et impliquer plus la population parce que à y voir de près, ceux qui sont recrutés au sein des groupes djihadistes ne viennent pas du ciel, ne sont pas des extraterrestres, ce sont des jeunes gens qui sont souvent nationaux du pays. Et qui s'adossent peut-être à des exactions dont est accusée l'armée burkinabé. Tout à fait. Notamment sur les populations des sur les populations civiles et qui sont aigries, qui sont révoltées. Et bon, par instinct de survie, sont obligés de commettre, pas qu'on puisse les tolérer ou bien les justifier, leur action, mais non. Mais c'est par instinct de survie. Quand ils sont oppressés, quand les parents sous leurs yeux sont massacrés, donc ils se voient obligés d'intégrer ces groupes djihadistes-là. Peut-être qu'idéologiquement, ils n'épousent pas la chose, mais par instinct de survie, ils s'obligent à le faire. Et aujourd'hui, c'est bien dommage, parce que le régime militaire est censé procurer la sécurité d'abord au Burkina Faso. On ne peut pas comprendre que, bon, si c'est un régime civil, on peut comprendre. Le militaire, il connaît les besoins de ses frères d'armes. Il connaît la puissance militaire, l'équipement, comment faire les formations pour les rendre beaucoup plus outillés. Mais bon, si c'est sous son régime, certainement, il y a d'autres ambitions qui dévoient un peu le combat, la lutte sécuritaire. Peut-être les ambitions politiques ont pris le pas sur la lutte sécuritaire. Et c'est bien dommage, mais nous bénissons Dieu parce que, fort heureusement, au niveau de tout ce qui est fait au niveau de la frontière nord aujourd'hui, avec les populations locales, avec tous ces réfugiés qui sont descendus vers le sud, qui ont été accueillis dans des camps au niveau de nos frontières, notamment à Bouna et vers le nord là-bas. Je crois que on arrive à les contenir, les jeunes. Il y a des projets sociaux qui sont mis en place pour les intéresser. Et je pense qu'ils ne sont pas trop demandeurs de la lutte armée. Et je pense qu'avec ça, par la grâce de Dieu, on pourra s'en sortir. Mais c'est dommage qu'ils puissent progresser. En tout cas, faire le Burkina comme ça, progresser sans résistance, c'est bien dommage, quoi. Quand on voit les grandes villes qui tombent avec des grands camps militaires équipés, bon, il faut s'interroger. Absolument. Professeur Ta, on va refermer ce chapitre avec cette question. Jusqu'où peut tenir le régime d'Ibrahim Traoré? En 2 minutes, tout semble s'écrouler autour de lui. C'est vrai qu'il exacerbe quelque peu la propagande qui tente à le présenter comme un messie pour la cause panafricaniste, laquelle, gros point d'interrogation. Toujours est-il que, militairement, sur le front, l'armée semble en déroute, malgré toute la riposte médiatique sur les médias publics qui tentent à présenter la situation avec une armée qui monte en puissance, mais sur le terrain, cela se voit. Jusqu'où peut aller Ibrahim Traoré dans sa résistance contre les groupes djihadistes? Sinon, jusqu'à quand peut-il résister? Est-ce qu'il a le temps de résister? Et la question est posée. Et ce qu'il faut, il faut voir et qu'il faut analyser. Et il faut mener une analyse à 2 niveaux. Premièrement, au niveau idéologique, Ibrahim et son copain donc, du Mali, ils doivent revoir les orientations idéologiques. Le Mali et le Burkina sont datant des républiques, où il y avait des présidents élus, où les populations étaient plus ou moins en sécurité. C'est par une révolution populaire que Ibrahim et l'autre, Koïta, ont profité pour arriver au pouvoir. Il n'y a pas eu de coup d'État. Par des coups d'État militaires. Oui, non, il y avait une révolution d'abord. Les populations SCD, c'était au Mali, oui. Mais pas le cas au Burkina Faso. Oui, au Burkina, le départ de Blaise, c'était d'abord une révolution. Oui, c'est vrai, en 2014. Un coup d'État, un coup d'État. En arrière. Voilà. Donc, c'était la volonté populaire. Et, sur cette volonté populaire, les militaires ont pris le pouvoir. Il faut remettre le pouvoir aux civils. Et il faut revoir la diplomatie au niveau de l'AES, comme ils le disent. Alors, aujourd'hui, avec cette crise, il ne s'agit pas d'avoir des partenaires sectaires. Il faut être partenaire avec tout le monde. Là où vous êtes partenaire avec la Russie et que vous n'êtes pas partenaire avec la France, mais évidemment, les armes qui sont utilisées par les djihadistes ne sont pas fabriquées au Mali, encore moins au Burkina. Les armes quittent ailleurs. Ailleurs, c'est où? C'est sûrement ceux qui ne sont plus partenaires avec vous qui facilitent la tâche
aux autres. En fait, ce n'est pas très évident parce Ce n'est pas que évident. la crise est d'abord endogène. Il n'y a pas de problème. Elle est d'abord endogène. Je le sais. Mais imaginez par exemple aussi la rupture politique et même militaire avec la Côte d'Ivoire. À quoi ça profite au Burkina? À quoi ça profite au Mali? Rien. Enfin, ce qui ne veut pas dire que la Côte d'Ivoire ou la France sont forcément impliqués dans le soutien aux Ils ne le sont pas, mais normalement, il peut y avoir des soutiens. Loin de là. Puisque Ouagadougou refuse toute forme de coopération sécuritaire. Voilà, mais il faut coopérer, puisque le problème aujourd'hui dépasse le cadre restreint du Burkina et du Mali. Très bien. Il touche toute la sous-région. Donc il faut coopérer, commencer à coopérer et à revoir les diplomaties, à revoir les politiques pour que toute la sous-région s'implique. Pourquoi pas dans le cadre de la CEDEAO, mais dans le cadre d'un autre mouvement. Très bien. Alors, moi, assez rapidement, ce que je veux souligner, c'est que la démocratie n'est pas pour demain, ni au Burkina, ni au Mali, parce que seulement il y a un projet de loi qui a été adopté en Conseil de ministres qui vise à accorder un mandat présidentiel sans limite à Assimi Goïta. Il aura 5 ans encore pour rester au pouvoir. Donc la démocratie pour chuter à ce niveau-là n'est pas pour demain. Et je pense qu'ils sont beaucoup plus dans une sorte de diversion, faire croire à l'opinion internationale à travers certaines communications que tout va bien dans le pays. Mais malheureusement, ce qui nous est donné de voir est quand même déplorable. Mais moi, je veux lancer un appel. On va migrer rapidement vers le Mali. Mais allez-y, en 30 secondes. Je veux lancer un appel à toute la sous-région, à la CEDEAO, à l'ECOMOG, à que sais-je encore. C'est une préoccupation qui est la préoccupation centrale de toute la sous-région. Qu'on ne laisse pas des régimes militaires tenir notre destin en main. Aujourd'hui, le nord de la Côte d'Ivoire, qu'on dise, nul a été la promptitude du ministre de la Défense ivoirienne, avec le sérieux du gouvernement ivoirien. Mais aujourd'hui, avec le mouvement des hommes, mais vers la fin qu'on ne va plus contrôler avec ce qui se passe aujourd'hui. Après, toute une question de souveraineté aussi, docteur. Oui, mais la souveraineté, c'est quoi? Après, il y a la sécurité. La souveraineté, c'est quoi? Quand les populations meurent. La souveraineté ne vaut rien devant toutes ces situations. Quand la France a été attaquée par l'Allemagne, mais évidemment, ils ont venu appeler tous les amis partout dans le monde. Et on a allé les aider. Mais le Burkina, le Mali, direction justement de Mali, puisque vous nous avez fait atterrir Jean-Richard tout à l'heure à Bamako, où la junte militaire prend toutes les dispositions nécessaires pour s'éterniser au pouvoir. Là, Assimi Goïta bénéficie pratiquement d'un bail de gouvernance infinie sur le Mali, qu'il était censé délivrer du terrorisme en l'espace de quelques mois. Malheureusement, cela fait maintenant plus de 4 ans qu'il est au pouvoir et rien n'y fait. La situation se détériore à tel point que le GENIM, principal mouvement armé sur le terrain, se propose aujourd'hui de fédérer tous les adversaires politiques et militaires du régime de Bamako pour former un gouvernement unitaire, un gouvernement parallèle qui aura donc la même mise sur une grande partie du territoire malien. Commissaire Ian Lazare, évidemment, quand on entend cela, on a envie de vous demander, vous qui maîtrisez le domaine sécuritaire, qu'est-ce qui permet justement à ces djihadistes-là d'aller aussi loin dans leurs ambitions hégémoniques? Le système de défense même est désarticulé parce que la lutte contre le djihadisme est internationale. Un seul État n'est pas disposé de toutes les informations pour venir à bout parce que le djihadisme a des ramifications un peu partout. Donc ces États gagneraient. Le fait même de sortir déjà de la CEDEAO, vivre en autarcie, se mettre à 3 ensemble, voilà, se fragilise, mais ils se coupent d'une bonne source d'informations. Ils sont allés s'affilier, disons, s'arc-bouter à la Russie. Bon, et puis bon, les informations dont disposent les Occidentaux, est-ce que ces informations vont être mises à leur disposition? Mais le Niger, on paie le prix aujourd'hui avec la multiplication des attaques terroristes. Donc aujourd'hui, moi je pense que c'est le désir, c'est la soif du pouvoir qui fait qu'ils sont en train de glisser du terrain militaire, du terrain sécuritaire au terrain politique, pour essayer de... Bon, il faut fragiliser les partis politiques, il faut leur interdire même de fonctionner. Et tout ça. Moi, je pense que ce n'est pas... Je ne veux pas les juger, mais je pense que l'approche est dommageable pour les populations. Quand vous regardez la situation du Mali aujourd'hui, quand on vient attaquer un camp militaire, comme où il y a 100 soldats, 100 soldats qui périssent. Mais 100 soldats, c'est un bataillon. 100 soldats qui périssent, comme à Qui périssent, 100 soldats. Et puis dans le second camp, 60 soldats.
Mais dis donc, il faut s'interroger. La situation est des plus... Et il ne contrôle même pas tout le territoire. Non, pas du tout. Voyez. Et qu'est-ce que les djihadistes veulent? C'est des territoires qu'ils veulent conquérir d'abord. Développer leurs activités. Si vous leur concédez une bonne partie de votre territoire. Mais voilà. Et ici, à donne à cœur joie. Donc moi, je pense que ces États gagneraient à coopérer avec les autres. Un pays comme l'Algérie, si la relation n'est pas au beau fixe, mais vous êtes en péril, vous êtes en danger. Absolument. La Côte d'Ivoire et au sud, le Togo, le Bénin au sud, qui donnent sur les océans, ce sont des États avec lesquels vous devez coopérer. Mais si, parce que vous voulez conserver le pouvoir, vous vous soustrayez des critiques, parce que s'ils sont au sein de la CEDEAO va lui demander des comptes. Rendez le pouvoir aux civils. Ça ne leur fera pas plaisir. Absolument. Donc il faut se regrouper au sein de ces trois États. Bon, mais aujourd'hui, la situation du Mali, comme celle de Burkina, même plus loin le Niger, mais c'est les plus préoccupants. Voilà. Absolument. Donc il faut vraiment nécessairement que ces chefs d'État-là puissent s'asseoir, réfléchir, pour dire qu'il faut s'ouvrir aux autres, parce que la lutte contre le djihadisme est internationale. Absolument. Jean-Rocher Nguessan, assez rapidement, est-ce que le Génim a le profil politique? C'est vrai qu'on a le cas de la Syrie avec HTS, ce sont certains mouvements djihadistes qui s'est emparé du pouvoir à Damas et qui aujourd'hui tentent à afficher une position conciliante à l'égard de la communauté internationale. Mais est-ce que le Génim, qui semble s'inscrire dans la même dynamique, a le profil nécessaire pour incarner cette alternative-là à la junte militaire de Bamako? Vous savez, déjà, cette déclaration du Génim en fait froid dans le dos. Parce que quoi qu'on dise, cette organisation, c'est pas une déclaration, ce sont des supputations évoquées par Wassim Nasr, justement, que nous allons sûrement entendre tout à l'heure en quelques minutes. Vous savez, n'empêche que le Génim reste l'un des groupes terroristes les plus meurtriers d'Afrique. Et les chiffres sont éloquents. Depuis en 2024, selon plusieurs sources, l'Afrique de l'Ouest ou bien le Sahel, ce sont près de 19% des actes terroristes ont été commis dans le Sahel. Et c'est le fait du Génim. Et le Génim est responsable des actes d'exaction, il y a également de persécution qui sévit dans la sous-région. Oui, mais moi, après, je me dis que c'est vrai qu'en Syrie, ils sont nombreux à avoir salué l'arrivée de cette organisation, mais pour le Mali, je reste quand même sceptique. Alors, on va suivre cette intervention justement de Wassim Nasr sur le plateau de France 24 qui évoquait avec des détails assez intéressants justement la volonté du Génim de former un gouvernement qui puisse faire opposition à celui dirigé par la junte militaire à Bamako. Ouais, Simon, on en vient à ce communiqué que vous avez consulté de la part du JNIM suite au départ officiel de Wagner du Mali. Le JNIM parle de victoire et évoque la formation d'un gouvernement. Ça, c'est nouveau. Absolument, c'est très nouveau, c'est très politique, mais rappelons quand même que le départ de Wagner ne signe pas le départ des Russes. Il y a l'Africa Corps qui arrive, pas avec le même mandat, beaucoup plus proche du ministère de la Défense russe, mais le JNIM a fait ce communiqué à titre aussi d'autres factions rebelles. Donc à la première lecture de la version arabe qu'on voit ici, on voit l'appel au peuple de la région à former un gouvernement légitime qui gouvernera suivant le Coran et le Sunna, ce qui m'a semblé comme une généralité, donc ça revient souvent. Sauf que vérification faite et question posée aux premiers concernés, ça m'a été dit, ce message n'est pas général mais particulier au Mali. Et c'est là la portée, on va dire, politique du message, parce que ça veut dire qu'au-delà de l'annonce de la victoire contre Wagner, le message à la Russie qui suscite, d'après ces massacres, selon eux, une détestation plus grande que celle vis-à-vis des Occidentaux et leurs alliés, et l'invective de Bamako, cet appel s'inscrit dans la suite d'autres appels, mais cette fois de manière plus explicite et dans la continuité des accords avec les factions rebelles FLA dont on a parlé ici et dévoilé quelques clauses des accords. Donc le JNIM est en train de faire une annonce très politique, encore une fois, pour un partage ou une sorte de partage du pouvoir avec d'autres composantes maliennes, donc dans la mesure où un gouvernement post-junte respecte et applique la charia, mais aussi le JNIM démontre qu'il est conscient que seul il ne peut pas prendre Bamako et donc le pouvoir. Donc il cherche à faire en fait une coalition avec ceux qui sont contre les juntes qui mettent tout le monde dans la même case, donc les rebelles du Nord qualifiés de terroristes, mais aussi l'opposition muselée, les partis politiques dissous,
et ce pouvoir qui est complètement aujourd'hui entre les mains des militaires. Donc Wassim Nasr, pour être plus complet sur le sujet, assez rapidement, en une minute, dites-nous, est-ce qu'aujourd'hui, cette perspective de formation d'un gouvernement par un mouvement djihadiste est une menace sérieuse, sinon à court terme, pour le régime de Bamako? Bon, je ne vois pas la chose à ce niveau. Ce que je vois plutôt, la diplomatie a peur du vide. Dès l'instant où le Mali et le Burkina et le Niger sont fermés, à l'international, on cherche les voies et moyens, comme on l'a fait sûrement en Syrie, pour trouver des interlocuteurs. Et une faille à exploiter. Voilà une faille à exploiter. Donc, si je pense que le GMI peut s'organiser avec les autres organisations pour être des interlocuteurs, mais l'international, la communauté internationale va encourager cela. Et ce n'est pas vraiment de bonne loi pour nous, en tant qu'habitants de cette sous-région, où on va nous imposer un groupement qui, hier, était encore terroriste. On va le blanchir, on va le laver, on va nous l'imposer. Est-ce qu'il n'est pas de bonne facture? Je pense bien et j'espère que Bamako et Ouagadougou ont compris la leçon et ils vont se réveiller très très bientôt. C'est mon souhait en tout cas, qu'ils prennent vraiment cette leçon au sérieux et qu'ils sachent que c'est un signal que la communauté internationale leur envoie. Si vous êtes toujours fermés, on risque d'avoir des interlocuteurs parmi vos ennemis et pas les moindres, mais c'est sur ces groupements terroristes. Voilà un peu ce que je vois et ce n'est pas de bonne loi. Ce n'est pas de bonne loi et ce n'est pas bon, ce n'est pas du tout bon pour la sous-région. Absolument. Dernier tour de table en quelques secondes. Jean-Richard Nguesson, très rapidement. Moi, déjà, ces spéculations, ces supputations montrent plus ou moins l'échec de ces différents régimes, que ce soit Assimi Goïta du côté du Mali ou encore Ibrahim Traoré du côté du Burkina Faso. Lorsqu'il arrivait également au pouvoir en 2020, il avait promis la sécurité en 2022. En mai 2021, plus précisément. Il avait promis la sécurité aux Maliens, mais fort malheureusement, il n'y a aucune sécurité. Aujourd'hui, un groupe qui a été à l'origine de janvier à mai 2025 de plus de 240 attaques dans le pays avec des milliers de morts. Aujourd'hui, espérer que ce couple-là prenne le pouvoir, je pense que c'est un gros échec, non seulement pour le Mali, mais aussi pour toute la sous-région, je peux le dire. Commissarien? Oui, l'échec est d'autant plus saisissant que quand on voit l'action de Wagner, qui a une force incontrôlée russe, qui n'est pas sous l'emprise du gouvernement russe, qui est partenaire de la lutte terrorisme au Mali. Aujourd'hui, Wagner a montré par les faits sur le terrain une très mauvaise réputation, avec des crimes qui lui sont imputés, avec des exactions, des violations des droits de l'homme, des massacres. Aujourd'hui, Wagner s'en va. Et c'est Africa Corps voilà, qui arrive. Au moins, ils sont contrôlés par le gouvernement de la Russie. Ils peuvent aider à la formation des militaires maliens. Mais c'est la face visible de l'échec patent de ces régimes-là. Et je pense qu'il n'est pas trop tard de se remettre en cause. Moi, je pense que la junte militaire, ces trois juntes-là, gagnera à réviser leur copie, à coopérer avec les autres, surtout les États voisins les plus immédiats avec l'international, dans l'intérêt de leur population. Parce que ça sert à quoi de perdre 3 quarts d'un pays pour avoir peut-être le tiers, mais le quart, et puis bon, dire qu'on gouverne. C'est vraiment triste. Et vraiment, il faut incessamment que ces chefs-là, ces chefs d'État, en tout cas, reviennent sur la table de négociation, coopèrent avec l'international pour trouver en tout cas un palliatif, parce que le djihadisme, le terrorisme n'arrange personne. Ils sont des gens vraiment, avec leur idéologie, ça n'arrange personne. Comme l'a dit tout à l'heure le docteur, si ceux-là sont au pouvoir, comme en Syrie, négocier avec eux, c'est pas une bonne chose. C'est un schéma assez chaotique que personne ne souhaite. 30 secondes, docteur Ta, pour votre mot de fin. Oui, toujours un appel à la CEDEAO, un appel à toute la sous-région. Et ben, c'est le moment d'aider nos frères du Mali, du Burkina, du Niger, voilà, à faire reculer donc les djihadistes. Alors, il faut s'organiser pour les convaincre à accepter, à revenir dans les différentes organisations et à s'organiser militairement, à s'organiser financièrement, économiquement, pour leur donner le matériel nécessaire, les hommes nécessaires pour que ces djihadistes soient aboutis hors de nos territoires. Il est temps et ne les abandonnerons pas, surtout pas, parce qu'il y va de notre sécurité à nous tous. Voilà ce que je voulais dire.
Et je pense que il y aura des oreilles bien nouvelles pour m'attendre et que les politiques vont prendre la situation en charge et les diplomates également seront sur le terrain, en tout cas pour renouer le contact. Voilà. Avec les régimes concernés, que ce soit le Mali, que ce soit le Burkina Faso. Même si on ne peut pas faire le bonheur de quelqu'un à sa place, puisqu'il refuse justement de s'ouvrir. On est obligé de faire le bonheur. Mais merci à vous de nous avoir suivis. C'est ici que s'achève ce numéro de Devoir de Vérité. On va se dire au revoir et à très bientôt.